Il a remporté plusieurs grands chelems, il domine le tennis, il a été numéro 1 mondial et il bat les meilleurs. Mais pourtant, une partie du public s'ennuie quand il joue. Yannick Sinner est jeune, propre, rigoureux, concentré. Sinner, c'est un champion modèle, mais pourtant il reste distant, même froid comme certains disent, ou alors trop parfait comme d'autres pensent. Il gagne, mais il fait pas toujours vibrer. En face, Carlos Alcaraz, même génération, mêmes ambitions, mais une toute autre énergie. Lui, c'est le feu. Il explose sur le court, il sourit, il communique. Il fait lever les tribunes. Et même quand il perd, il marque les esprits. Sinner, c'est la glace. Alcaraz, le feu. Deux champions d'exception, mais deux réactions opposées. Le respect pour l'un, la passion pour l'autre. Alors posons une vraie question. Est-ce qu'on regarde un champion pour ses victoires, ou alors pour ce qu'il nous fait ressentir? Un palmarès fait un champion, mais est-ce que ça suffit pour construire une légende? Parce que le tennis, c'est pas seulement un sport de chiffres, c'est aussi un théâtre d'émotions. Federer ne faisait pas que gagner, il faisait lever des stades entiers par un simple revers. Rafa ne faisait pas que dominer, il faisait trembler Roland-Garros avec chaque coup droit. Et Djokovic ne faisait pas que résister, non, il nous faisait douter de l'impossible. Parce que oui, le charisme, cette espèce de supplément d'âme, a toujours compté. Mais aujourd'hui, avec Sinner et Alcaraz, il redevient une question brûlante. Et vous, qu'attendez-vous vraiment d'un champion? Des titres à l'appel ou des frissons à chaque échange? Est-ce que vous vibrez pour le palmarès ou pour le sourire? Alors attention, cette vidéo ne va pas juger Yannick Sinner, non. Elle va pas encenser Carlos Alcaraz non plus. Elle va juste interroger ce qu'on attend vraiment d'un champion. Pourquoi certains champions entrent dans nos cœurs et pourquoi d'autres, malgré leur victoire, restent complètement à distance? Parce qu'au fond, le charisme, c'est peut-être le dernier grand chelem à aller conquérir. Il y a dans la trajectoire de Yannick Sinner quelque chose de limpide, presque chirurgical. En 4 ans à peine, il est passé du statut de jeune espoir à celui de champion incontesté. Numéro 1 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie, de Wimbledon, de l'US Open et fer de lance d'une nouvelle génération. Chaque année, il progresse. Chaque surface, il la dompte. Et chaque faiblesse, il la corrige. Parce que oui, Sinner optimise absolument tout. Son jeu, son physique, son entourage, sa récupération et même sa nutrition. Rien n'est laissé au hasard, et tout chez lui respire l'efficacité et la rigueur. Et l'Italien, il joue pas pour séduire, il joue pour gagner, rien d'autre. Et il gagne, mais c'est là que le paradoxe commence. À force de tout contrôler, Sinner semble parfois échapper aux émotions. Sa progression, aussi impressionnante soit-elle, se déroule dans une bulle. Toujours concentré, toujours aligné, très peu de sourires, très peu de cris et de regards vers le public. Et même quand il triomphe, c'est difficile de savoir ce qu'il ressent vraiment. De la joie, du soulagement, de la fierté, non, rien ne déborde chez lui. Rien ne casse le cadre. Et pour une partie du public, ça crée une distance directement. Ça crée une froideur, et certains vont jusqu'à le qualifier de robot, de champion glacial, comme si sa réussite pourtant indiscutable ne suffisait pas à créer ce lien irrationnel qui transforme l'admiration en passion. Parce que le frisson, le vrai, c'est ça qui manque chez Sinner. Ce moment où on oublie le score, où on oublie les statistiques, et où on est là juste pour vibrer avec le joueur. Avec Sinner, on admire, on respecte, mais on est quand même assez loin de vibrer. Et dans un sport aussi émotionnel que le tennis, c'est un vrai sujet. Parce que oui, Sinner coche toutes les cases du champion moderne. Il est talentueux, intelligent tactiquement, c'est un travailleur acharné, respectueux des codes, il incarne la perfection de l'athlète total aujourd'hui. Une machine huilée et un professionnel irréprochable. Il est humble, il est poli, il est discipliné, bref, il fait exactement tout ce qu'on attend d'un champion. Du moins, tout ce que les institutions attendent d'un champion. Mais il déclenche pas cette vague irrationnelle qui transforme un champion en icône. Il lui manque une étincelle, quelque chose d'imprévisible. Quelque chose d'humain en fait. Alors pas dans le jeu qui est brillant, mais plutôt dans l'attitude, dans l'aura, dans la capacité à embarquer les gens avec lui en fait. Et cette perfection, elle s'installe doucement depuis plusieurs saisons déjà. Et plus Sinner monte en puissance, plus elle devient visible. Et quand il devient numéro 1 mondial, là ça devient flagrant. Et là, c'est déjà beaucoup plus dérangeant. C'est dérangeant parce qu'on sent bien qu'il pourrait dominer le tennis pendant des années, mais sans jamais captiver le public. Comme un champion à part en fait, respecté mais distant, présent partout mais émotionnellement ailleurs. Et pourtant, c'est pas une question de personnalité hors du cours. Dans la vie, Yannick Sinner, il est plutôt curieux, il est drôle, voire même attachant dans sa simplicité, mais sur le terrain, il y a un filtre, une retenue.
Comme s'il refusait de laisser échapper la moindre émotion. Comme s'il voulait que seul son tennis parle en fait. Et ce tennis justement, il est redoutable. Un service claquant en progrès constant, un revers chirurgical qu'on peut très bien qualifier de meilleur du monde, des déplacements d'une fluidité indécente, une anticipation de génie, une récupération impressionnante, alors vous me direz il est jeune et c'est vrai, et une solidité mentale rare pour son âge. Parce que oui, Sinner encaisse les quelques défaites qu'il subit et il revient plus fort. Il s'adapte et il grandit. Et sportivement, il est quasiment irréprochable, ce gars. Mais malgré tout ça, l'attachement ne vient pas. Il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas de surnom culte, on se contente juste de son fan club avec les Carrot Boys, mais il n'y a pas de moments iconiques qui sont repris en boucle. Et dans un sport où la trace d'un joueur dépasse souvent son palmarès, c'est une alerte, c'est un petit red flag mine de rien pour la légende qu'il est en train de construire. Parce que là, c'est pas qu'une affaire de chiffres ou de marketing, c'est une affaire de lien et de résonance avec le public. Yannick Sinner, c'est peut-être le joueur le plus solide de sa génération, avec Alcaraz bien sûr, mais symboliquement, il reste complètement flou, sans mythe, sans récit, sans grand frisson collectif. Alors si on est dur, vraiment dur, on se dit que Sinner c'est la version humaine d'un yaourt nature, c'est fade, c'est sans saveur. Mais du coup une question se pose, peut-on devenir une légende en restant dans le silence émotionnel? Parce que dans une ère où chaque geste est scruté, chaque regard partagé en temps réel, le manque d'expression n'est plus neutre. Il devient une barrière, il empêche l'identification, il freine l'appropriation pour le public. Et en fait, ce silence, il limite l'explosion du soutien populaire. Et c'est injuste d'une certaine manière, parce que Sinner, il triche pas, il essaie pas de jouer un rôle à haranguer la foule alors que c'est pas lui de faire ça. Il est juste lui-même, mais du coup ce lui-même, il est perçu comme distant. Et pendant ce temps-là, d'autres joueurs, parfois moins réguliers, moins complets, moins dominants, eux créent de l'émotion. Ils génèrent des souvenirs avec des scènes iconiques, ils touchent le public. Et là, la comparaison devient inévitable. Parce que dans cette génération, un autre joueur incarne l'exact opposé de Yannick Sinner. On a un joueur de l'autre côté qui rayonne et qui débloque quelque chose chez les fans. Un joueur qui ne laisse personne indifférent. Et c'est lui qui va nous permettre de comprendre ce que Sinner n'a jamais encore trouvé. Eh oui, dès que Carlos Alcaraz entre sur un court, quelque chose change. L'air devient plus vibrant, plus électrique. Le public se redresse, les caméras font un focus sur lui, et les regards se tendent, alors qu'Alcaraz n'a pas encore frappé une balle. Et pourtant, il a déjà capté toute l'attention. Carlos Alcaraz, c'est pas seulement un joueur, c'est un événement. C'est une présence qui ne laisse personne indifférent. Et du coup, c'est un véritable signal d'alerte pour les émotions. Son style de jeu d'abord, c'est une détonation. Explosif, imprévisible, il court, il glisse, il contre, il smash, amortit et attaque comme personne. Carlos, il joue au tennis comme on sauterait d'un tremplin, sans retenue et sans aucun calcul. Chaque point, c'est un festival. Chaque match, un régal pour les yeux. Et c'est ça qui le rend inoubliable. Carlos, il cherche pas la perfection, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il cherche le moment de génie, le moment où le public se lève. Ah ouais, très belle couverture avec cette volée de revers. Le moment où l'adversaire sourit d'incrédulité. Le moment où les commentateurs hurlent. Oh my goodness! Et c'est pas de la provocation tout ça, c'est juste de la connexion. Alcaraz joue avec les gens, pour de vrai. Il les regarde, il leur parle, et il sourit même dans la douleur. Il grimace, il exulte, il vit chaque point avec une intensité rare. Et cette intensité d'Alcaraz, elle est contagieuse. Elle envahit les tribunes, elle traverse l'écran. Parce que Alcaraz, c'est pas une posture. C'est pas du marketing à la base, même si ça a fini par le devenir. Alcaraz, c'est viscéral, c'est vraiment ce qu'il est tout ça. Et dès ses premiers pas sur le circuit, on l'a senti de toute façon. On savait pas encore jusqu'où il irait, mais on savait qu'il marquerait ce gars-là. Il suffisait de le voir courir dans tous les sens, sauter comme un gosse après une victoire, hurler de joie après un coup venu d'ailleurs. The first of what should be... Alcaraz, il dégage une spontanéité assez folle et une humanité brute. Un tas d'éléments qu'on retrouve absolument pas chez Yannick Sinner. Ou alors d'une manière tellement différente, mais du coup beaucoup moins marquante. Alcaraz, même quand il perd, on s'en souvient. Parce qu'il donne tout et qu'il se livre totalement. En fait, il est vulnérable et invincible dans le même élan. Et ce mélange-là, il crée une forme de magie que Sinner n'a pas. Alors si on grossit le trait, Carlos Alcaraz, c'est pas juste un joueur de tennis, c'est un créateur de souvenirs. Il fait partie de ces rares champions capables de transformer un match banal en un spectacle. Une victoire attendue en moment culte. Et c'est ça que les gens viennent chercher en fait. Ok, ils viennent au stade pour voir du tennis, mais le summum pour tout sport, c'est quand une performance est tellement incroyable
dans le bon comme dans le mauvais, qu'elle en devient un spectacle. Les McEnroe, les Kyrgios, les Djokovic, les Alcaraz, pourquoi ils remplissent des stades? Parce qu'ils sont bons, oui, mais surtout parce que quand on va les voir jouer, on s'attend à ce qu'il y ait un spectacle. Et Alcaraz, lui, son spectacle, c'est pas ses coups de sang, c'est juste son tennis. Et il le sait, donc il en joue et il fait le show. Il sait très bien quand lever le poing ou quand haranguer la foule. Et avec le temps, tout ça, ça devient naturel chez lui. Juste parce qu'il vit intensément ce qui se passe. Et cette connexion, cette générosité, elle attire, elle rassemble. C'est pour ça qu'il attire les foules, même hors du tennis. C'est pour ça qu'il crée des séquences virales sans vraiment les chercher. Et du coup, c'est pour ça qu'il fascine les médias. Carlos, il joue pas seulement pour gagner, il joue pour exister, pour partager, pour offrir des moments de bonheur. Et dans une époque où les émotions sont une monnaie rare, Alcaraz, lui, il en distribue à chaque frappe presque. Donc forcément, il est aimé, il est admiré. Il est déjà à sa manière une icône, un statut qu'il a conquis très vite quand même. Mais pas grâce à un palmarès écrasant, pas grâce à ses records, juste grâce à ce qu'il dégage. Donc en fait, Alcaraz a redonné au tennis une dimension joyeuse et spectaculaire. Il a rappelé à tout le monde que le sport, avant d'être une science, c'est un jeu. Un jeu qu'on aime parce qu'il nous fait ressentir, parce qu'il nous emporte, parce qu'il nous fait lever de notre chaise. Et c'est là que le contraste avec Sinner, il est flagrant. Les deux ont quasiment le même âge, ils ont les mêmes objectifs, mais on a deux manières complètement opposées d'incarner le tennis. Sinner, lui, il construit dans le silence, dans la maîtrise, dans l'alignement, alors qu'Alcaraz forge dans le bruit et la lumière. Donc là, on se rend compte que c'est pas qu'une question de coup ou de technique. Non, c'est une question d'aura, de rayonnement. Qu'est-ce que tu dégages? Et Carlos Alcaraz, il a pas fait que gagner des tournois, il a gagné les cœurs. Et dans l'histoire du sport, ce capital-là est peut-être le plus précieux de tous. Avant de continuer, si t'apprécies ce genre de réflexion, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort. Nous, ça nous permet de continuer à produire des vidéos longues et travaillées comme celle-ci. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee. Le lien est juste en dessous en description et c'est grâce à vous qu'on reste indépendant et qu'on choisit tous nos sujets librement. Merci à tous ceux qui soutiennent. Il y a des athlètes qui déclenchent quelque chose dès qu'ils apparaissent à l'écran. Avant même de frapper une balle, ou de taper dans un ballon, ou d'aligner deux pas de course, on sent qu'il se passe quelque chose. L'exemple célèbre, c'est la foudre d'Usain Bolt qui rentre dans le stade et qui électrise tous ses concurrents. Il y a une aura indiscutable, une énergie qui s'explique pas, mais qui se ressent. C'est le charisme, ce détail insaisissable qui fait qu'on se souvient d'un regard, d'un geste ou d'un silence. Et dans le sport, ce talent-là n'est pas enseigné, ça se mesure pas. Par contre, il pèse lourd, très lourd dans la mémoire collective. Prenez Federer. Federer, il a pas seulement marqué l'histoire par ses titres. Federer, il a imposé une manière d'être, une grâce, une élégance, et un corps qui dansait presque sur le court. Un regard tranquille aussi, qui donnait l'impression que tout était sous contrôle. Donc Federer, il gagnait pas seulement des tournois. Il réinventait le tennis à chaque match par son aura, ce qu'il dégageait sur le court. Et c'est aussi pour ça qu'il a été aimé et adulé par des millions de fans. Parce qu'il dégageait quelque chose qui allait bien au-delà du résultat et de sa technique en coup droit. Si on prend Nadal, lui il a conquis autrement. Nadal, ça a été par l'intensité, par la sueur, par la combativité. Aussi par les routines, par ses cris, par la concentration qu'il dégageait. Et Rafa, il vivait chaque point comme une bataille pour sa survie. Lui, il n'a pas vraiment cherché à séduire, du moins pas comme un Djokovic à forcer, mais il a fini par embarquer les gens presque malgré lui. Parce qu'on sentait qu'il était vrai, il était brut. Novak Djokovic, lui, il est resté un peu plus longtemps dans cette zone grise. Sportivement, il a dominé, mentalement, il a écrasé, mais émotionnellement, il a divisé. Son charisme, il était plus conflictuel, c'était moins unanime. Il a souvent voulu séduire, mais sans toujours y parvenir. Et puis, il y a Serena Williams. Elle, c'était la puissance, c'était l'audace, la personnalité, le gros caractère du circuit féminin. Elle a tout bouleversé dans le sens où son charisme dépassait son jeu. Et son charisme, il est presque parfois devenu politique et culturel. Serena, elle se contentait pas de gagner, elle incarnait une lutte, une voix. Et ça peut être ça aussi le charisme, ça peut être représenter plus que soi-même, pour cristalliser des émotions collectives et devenir une figure. Mais voilà pourquoi le charisme fascine. C'est parce que ça s'apprend pas, et ça obéit à aucune courbe de progression finalement. C'est ce qui le rend mystérieux, mais terriblement puissant. Le charisme, c'est un amplificateur, certes qui ne remplace pas le talent, mais qui le propage. Le charisme, il fabrique pas les victoires, mais il transforme les victoires en légendes. Et être aimé n'a jamais voulu dire être le meilleur.
Prenez Sampras et Agassi par exemple. Et Agassi a beaucoup plus marqué sa génération. Pourtant des deux, c'est Sampras qui gagnait le plus. Bah oui, être inoubliable ne veut pas dire être le plus dominant. Certains champions n'ont pas eu les plus grands palmarès, mais ils sont restés gravés. Parce qu'ils ont offert quelque chose d'eux-mêmes et qu'ils ont transmis une part de leur humanité. Et cette offrande-là, le public ne l'oublie jamais. Donc faut bien comprendre que le sport, c'est pas seulement une histoire de performance. C'est une fabrique de récits, parce que rien ne dépasse les émotions ressenties. Et dans ces récits, le charisme, c'est l'arme secrète qui écrit la légende. C'est ce petit élément qui donne de l'ampleur au moment et qui transforme une victoire en épisode mythique. En fait, le charisme, il vient graver une attitude dans la mémoire de manière plus intense qu'un score. C'est-à-dire qu'on se souvient pas seulement du nombre de grands chelems ou du score d'un match, mais on se souvient d'une célébration après un point fantastique. Ou alors d'un regard moqueur à l'égard de 15 000 spectateurs qui n'ont fait que supporter l'adversaire dans une finale exaltante. C'est ça le charisme, ce sont ces détails qui forgent les mythes. Et c'est précisément ce détail que Sinner n'a pas encore trouvé. Pas parce qu'il en est pas capable, mais parce qu'il n'a pas encore osé l'exprimer. Ou alors parce qu'il le cherche pas du tout. Alcaraz, lui, il l'a déjà, c'est naturel chez lui. Chaque match qu'il joue, on a l'impression que c'est déjà une potentielle brique d'histoire. Et cette histoire, même si elle n'est pas encore terminée, elle est déjà gravée dans les cœurs. Parce qu'il joue pas seulement pour gagner. Alcaraz, il joue pour exister dans la mémoire des gens. Et ça, c'est peut-être le talent le plus rare de tous. Dans l'histoire du tennis, il y a eu des champions incroyables, mais qui ont pourtant jamais enflammé les cœurs. Des légendes de palmarès, mais pas forcément de mémoire émotionnelle. Pete Sampras, on en parlait, c'est sans doute l'exemple le plus frappant. 14 titres du Grand Chelem, une domination folle, nette, mais froide. Des services claquants, une volée millimétrée, une efficacité complètement dingue. Il a écrasé les années 90, mais sans jamais véritablement incarner un personnage fort durant cette décennie. Et d'ailleurs, peu de fans citent un moment marquant chez lui. Même si, attention, il y en a eu plein évidemment. Mais c'est pas ce qui a le plus marqué. Puis, on n'a pas une célébration culte avec lui, un moment marquant. Sampras, il gagnait, point. Mais il racontait rien, ou très peu. Et aujourd'hui, malgré son immense palmarès, il flotte dans l'histoire comme une silhouette assez floue. Alors bien sûr que c'est un champion incontournable et immensément respecté, parce qu'il était quand même le joueur avec le plus de titres du Grand Chelem, avant que Federer le dépasse, puis Nadal, puis Djokovic. Et peut-être Alcaraz et Sinner dans quelques années. Mais Sampras, il est rarement cité quand on parle de joueurs qui ont incarné quelque chose de puissant sur le court. Une chaleur qui dépasse le jeu, un enthousiasme débordant. Il n'y a pas ces frissons avec Sampras. Et c'est justement cette vibration qui manque à sa légende. Ce petit supplément d'âme qui transforme une carrière en épopée. Et puis, à l'opposé du spectre, il y a un Djokovic. Un Djokovic qui a tout gagné, plus que Sampras et plus que tout le monde. Et pourtant, son rapport au public a toujours été complexe. Lui, il a souvent été dans l'ombre de Federer et de Nadal, malgré ses victoires. Moins élégant que le premier, moins intense que le second, plus démonstratif, plus excessif, mais du coup plus clivant. Il a voulu être aimé, mais au final il a été rejeté plus qu'autre chose. Il a tenté de séduire, mais on lui a reproché de forcer. Il a montré ses émotions, mais on lui a reproché de trop en faire. Mais malgré tout ça, une chose est sûre, il a jamais laissé les gens indifférents. Il a été adoré, hué, adulé, sifflé, tout. Mais jamais ignoré en fait. Et c'est peut-être ça sa force. Un charisme conflictuel, instable, mais bien réel. Et Djokovic, pendant 20 ans, on se rend compte qu'il a incarné quelque chose de super puissant. Il a provoqué des réactions folles dans le monde entier, pour le meilleur, comme quand il est allé chercher des records invraisemblables, mais aussi comme pour le pire, lors de sa disqualification à l'US Open en 2020, ou lors du feuilleton incroyable de l'Open d'Australie 2022, où il s'est fait virer du pays. Donc Djokovic, il a pris de la place, énormément. Et à force de rester là, d'imposer sa présence, et d'accumuler les victoires en même temps, il est devenu incontournable. Pas parce qu'on l'aimait, mais parce qu'on pouvait plus l'éviter, c'était impossible, tu pouvais pas faire semblant. Donc Djokovic, il a conquis à sa manière. Pas par l'émotion pure, mais par la persistance, par la volonté de marquer et de laisser une trace. Et c'est là qu'on revient à notre Jannik Sinner, à sa trajectoire et à son dilemme. Sinner, est-ce qu'il peut rester dans cette posture froide, concentrée, silencieuse, et devenir malgré tout une légende aimée, adulée? Est-ce que Sinner peut gagner sans jamais créer de lien? En fait, est-ce que l'efficacité suffit? Ou alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, dans un monde saturé d'images, d'émotions, devenir autre chose qu'un champion? Faut-il devenir une figure, un personnage, une incarnation? On a déjà un peu répondu à la question en vérité. Le tennis, c'est plus seulement un sport, c'est un contenu.
Et chaque match est découpé, remixé, posté et commenté. Chaque attitude est captée et transformée en mème. Et dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, rester neutre, c'est souvent disparaître. Être discret, c'est être effacé. Donc en fait, gagner sans faire de bruit, c'est risquer de ne pas vraiment exister aux yeux du public. Parce que les gens aujourd'hui, ils cherchent plus seulement des victoires, ils cherchent à vibrer, à ressentir, à s'attacher et à partager tout ça. Alors, faut-il que Sinner change? Pas changer fondamentalement, mais peut-être essayer de montrer un peu plus ses émotions. Apprendre à s'encourager de manière plus exclamative peut-être. Apprendre à sourire plus, à hurler sa joie, à lever les bras. Juste à montrer ce qu'il ressent en fait. Parce qu'en soi, il pourrait au contraire rester fidèle à lui-même et forcer le respect par sa constance. Mais le revers de la médaille aujourd'hui est tel qu'à choisir, on prend l'option de manifester davantage ce qu'il ressent. Après, est-ce qu'il peut inverser la tendance et devenir aimé justement parce qu'il montre pas ses émotions? C'est une possibilité, mais ce serait une forme de révolution quand même. Ce serait une preuve que le fond peut encore primer sur la forme, ce à quoi je crois pas trop personnellement. Mais ce serait aussi un chemin plus long, plus difficile. Parce que là, il va falloir créer des souvenirs sans gestuelle. Il va falloir aller chercher des émotions sans débordement. Pas facile. Et ce défi-là, il est vertigineux. Parce qu'il nous interroge aussi nous, en tant que spectateurs. Est-ce qu'on serait pas finalement devenu dépendant du spectaculaire? Est-ce qu'on est encore capable d'admirer en silence? Ou alors, est-ce qu'on a besoin d'être pris par la main, de voir des poings levés, des larmes, des cris pour ressentir? J'ai bien peur que oui. Même si, attention, il y a une partie du public qui préfère la sobriété d'un Sinner au show d'Alcaraz. Mais dans un monde où tout se consomme en émotions, où chaque contenu doit faire réagir dans les 3 premières secondes, est-ce que le sport peut encore être un espace de lenteur, de sobriété? Ou doit-il lui aussi se transformer en spectacle permanent pour toucher les gens? Ce sont ces questions-là que Sinner incarne malgré lui. Parce qu'il force le regard. Il oblige à se demander ce qu'on attend vraiment d'un champion. On attend un vainqueur ou un artiste? On veut un palmarès ou une empreinte? Une domination sans partage ou une vibration? Et si la réponse, au fond, ne dépendait pas de lui, mais plutôt de nous? Yannick Sinner est en train de bâtir une carrière incroyable. Il gagne, il progresse en même temps, il triche pas, il s'effondre pas, il fait tout ce qu'un champion doit faire. Travail, rigueur et encore travail. C'est le produit du travail acharné, d'une vision claire et d'un engagement total. Mais dans ce sport où on compte les titres, on compte aussi les frissons. On se souvient autant des cris que des coups droits. Et c'est peut-être là que se joue l'écart entre un joueur respecté et une légende admirée. Parce qu'un palmarès impressionne, mais une émotion marquée reste dans la mémoire. Gagner rend un joueur redoutable, mais toucher rend un joueur inoubliable. Sinner, lui, il n'a pas besoin de se travestir et de crier dans tous les sens pour jouer un rôle. Parce que ce qu'il est mérite déjà l'admiration. Mais s'il veut inscrire son nom dans cette zone sacrée de la mémoire collective, alors il devra peut-être apprendre à se livrer, à montrer un peu plus, à partager. Pas pour séduire, mais juste pour exister autrement. Pour vibrer avec ceux qui le regardent. Et vous alors? Prenez part un peu à ce débat et dites-nous si vous avez besoin de vibrer avec un joueur ou si le palmarès vous suffit. Est-ce que vous regardez un match pour le jeu et la victoire ou alors pour ce qu'il vous fait ressentir? Est-ce que le tennis doit rester un sport de pure performance? Ou est-ce qu'il doit embrasser pleinement sa dimension théâtrale et émotionnelle? Moi, je vous avoue que j'ai besoin de ressentir des émotions assez fortes pour être pleinement dedans. J'adore Sinner, c'est vraiment un de mes joueurs préférés. Mais qu'est-ce qui m'agace quand il gagne Wimbledon et qu'il lève les bras en V comme s'il avait gagné Rotterdam ou Acapulco? Non, tu dois montrer beaucoup plus que ça. Et si pour toi, Yannick, gagner Wimbledon, ça représente lever les bras comme ça, c'est que t'es pas forcément conscient de ce que représente gagner Wimbledon. Ou alors, t'es tellement exigeant avec toi-même que pour toi, gagner Wimbledon, c'est presque normal. Et je pense vraiment que c'est ça. Sinner, c'est une machine de travail telle qu'il doit placer ses exigences au plus haut. Mais du coup, Yannick, ce décalage, il crée une frontière immense entre toi et le public. Un public qui ne te comprend pas quand tu célèbres à peine alors que tu viens de gagner un grand chelem. Et si vous voulez voir l'exact opposé de ce que représente Sinner aujourd'hui, je vous invite à découvrir cette vidéo sur les bad boys du circuit. Ces joueurs qu'on a parfois traités comme des connards, mais qui paradoxalement ont sauvé le tennis à leur manière.